Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Messieurs les ministres, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, la première fois que François Baroin s'était adressé à vous, il était ministre en exercice de l'Outre-mer. Aujourd'hui, nous accueillons un professeur praticien. François Baroin a été admis au sein du corps professoral du groupe HEC comme adjunct professor. Il est en charge notamment de la stratégie et de la gestion de crise. Et je dis bien professeur praticien puisque, avocat à la Cour, il vient de compléter la dimension de pratique professionnelle qui est appréciée sur le campus d'HEC par son admission comme conseiller à la banque Barclays. Certains journalistes ont analysé cette position comme celle d'un banquier. Non, c'est celle d'un stratège qui, ayant été ministre du budget, ministre de l'économie et des finances dans des heures plus que complexes, ayant dû gérer la crise de la dette souveraine, on a fait d'ailleurs un livre chez Lattès fort remarqué et sur la base duquel le groupe HEC l'a chassé pour l'obtenir dans son corps professoral et qui a été journal de crise, et ayant mis son service au service de l'État, ayant mis ses talents au service de l'État, il les met aujourd'hui également au service d'un groupe bancaire international. Il est certain que tel n'est pas le sujet qui le guide aujourd'hui, puisque sa communication portera sur les Outre-mer dans le nouveau contexte international. François Baroin, ancien ministre, est également officier de marine et, dans le cadre du double diplôme HEC Sciences Po, il est monsieur marine et dimension ultramarine de la France. Cet homme a servi son pays comme ministre de l'Intérieur, il l'a servi comme ministre de l'Outre-mer, et aujourd'hui, il porte la bonne parole de Julian Josas à la rue Saint-Guillaume sur ses tropismes. Ce tropisme, il l'a également représenté à l'intérieur de son dernier ouvrage, qui est une pure pépite intellectuelle. Cet homme s'est souvenu qu'il était journaliste pour le caractère griot de ce qu'il a écrit, et historien par la rigueur du fond, puisque l'histoire de France par les villes et les villages, publié chez Albin Michel, n'oublie rien des Outre-mer français, de Pointe-à-Pitre jusqu'à Mamoudzou. Eh bien, comme vous êtes venu pour l'écouter lui, et non pas pour le modeste serviteur qui contribue à l'introduire, je lui passe de rechef la parole. Monsieur le ministre. Merci pour cette présentation qui nous éclaire. Et nous vous écoutons, Monsieur le ministre, avec beaucoup d'intérêt, nous parler des Outre-mer français dans le Nouveau Monde. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Ministre, mon cher Xavier, quelle joie de te retrouver ici, Madame la Secrétaire perpétuelle. Quelques mots de reconnaissance et de remerciement, d'abord en saluant Monsieur Pitt et tous les amis ici présents. Je voudrais deux mots personnels, si vous m'y autorisez. Le premier de reconnaissance individuelle à Pascal Chéniaud, un ami sûr et fidèle, quelqu'un que je connais depuis longtemps, pour lequel j'ai une immense estime, à la fois pour son talent pédagogique, pour la qualité de mettre en valeur des qualités qu'on ne se reconnaît pas soi-même, et de mettre en perspective un parcours qui donne le vertige, puisqu'on a l'impression d'être suffisamment avancé au compteur de la vie pour regarder au fond le parcours effectué. Mais en revanche, il reste beaucoup d'espoir. Et parmi ces espoirs, la joie de rencontrer là aussi des amis sûrs et chers, et ce sera mon deuxième mot personnel, en ayant salué son épouse également dans la salle, un mot personnel pour Madame Blanquer, ici dans cette salle, à l'Académie des sciences de l'Outre-mer. Personne n'oublie ici dans cette salle le rôle et la place joués par son époux. Tout le monde reconnaît aujourd'hui le rôle, la place, la trace qui est en train de marquer son fils à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Est-il besoin de vous dire, Madame, ici l'émotion qui est la mienne en croisant votre regard dans cette salle, en pensant à votre époux et en pensant à votre fils. J'ai l'honneur d'être ici devant votre académie pour la deuxième fois à ce pupitre et la troisième fois comme participant. La première, c'était effectivement en ma qualité de ministre de l'Outre-mer. Mais il a fait l'honneur de m'inviter. Nous étions en compagnie du prince Albert. Nous avions évoqué déjà à l'époque, nous sommes en 2005, la stratégie de développement de la France à travers évidemment sa présence un peu partout dans le monde, grâce à nos collectivités ultramarines. La deuxième fois, ce fut à l'occasion de l'intronisation de Maître Spinner, devenu membre de votre académie, et quelle joie d'avoir entendu encore à cette époque Pascal Chéniaud et évidemment Francis, qui avait servi en Polynésie française. J'ai cet honneur aujourd'hui de mettre en perspective pendant quelques temps et ensuite
Je crois que les modalités de la rencontre nous amèneront à avoir un échange, donc peut-être que cet échange et ce dialogue font partie des éléments les plus vertueux de la compréhension des situations, mais de tracer quelques grandes lignes de réflexion sur, au fond, le rôle et la place des Outre-mer dans le Nouveau Monde. Je pense, et je l'ai dit, Pascal a évoqué le dernier ouvrage que j'ai eu la chance de commettre, qui était une histoire de France par ses villes et ses villages. Je pense que la première réflexion de l'avenir d'un pays, c'est de bien comprendre que son histoire est dans sa géographie. L'histoire d'un pays est dans sa géographie et on ne peut pas imaginer l'histoire de France lorsque l'on évoque l'outre-mer sans parler de la géographie qui entoure ces outre-mer et évoquer naturellement la dimension maritime et stratégique que représente la présence française dans nos territoires ultramarins. Je rappelle que ça représente plus de 2 millions de personnes qui font vivre les valeurs de la République, mais qui la plupart du temps, à l'exception singulière de la Guyane, mais qui fait d'ailleurs du Brésil le premier voisin géographique de notre pays, ce sont des îles ou des éléments inscrits dans des océans de grande puissance. Quelques chiffres pour les avoir en mémoire. Ce sont 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques et d'espaces maritimes. C'est 97% de l'outre-mer. Et la France, grâce à sa surface littorale et ses départements et ses collectivités d'outre-mer, et je le rappelle, on le sait que trop peu, la deuxième puissance maritime du monde derrière les États-Unis et devant l'Australie. Ce sont des espaces maritimes et des moyens importants puisque les capacités d'asseoir la souveraineté nationale permettent à la France, dans des eaux qui sont sous notre juridiction, d'aller dans tous les océans et de faire vivre un voisinage qui fait que le besoin de France dans de nombreuses circonstances, comme l'exigence de France dans d'autres circonstances, est aujourd'hui une réalité diplomatique, stratégique, parfois même militaire, en tout cas incontestablement diplomatique, qui viennent compléter utilement le rôle et la place de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre présence ultramarine, ce ne sont pas, comme l'inconscient collectif le rappelle de temps à autre, avec malice et puis parfois avec morgue, prétention ou l'absence de souvenir, les confettis de l'Empire. C'est une réalité de la République française qui impose la position française dans des négociations internationales qui vont aussi bien dans les discussions du développement économique, militaire et stratégique des zones sud-américaines, comme dans les lieux de rencontre de discussion avec le bloc canadien, comme le cadre général au sein de la Commission de l'océan Indien, comme évidemment le rôle et la présence de la France, donc de l'Europe, compte tenu de l'effacement des Britanniques, dans la zone Pacifique, où je rappelle que les Américains ont sous-traité aux Australiens toute la garantie de la zone de sécurité, que la présence chinoise crée une poussée, y compris démographique, avec des zones d'incertitude dans toute cette partie du monde, et que la place de la France en Calédonie, je reviendrai évidemment dans la mise en réflexion et dans la suggestion d'échanges de questions et de dialogues sur l'avenir calédonien et la problématique de la question référendaire, est lourde de danger, pas uniquement pour l'avenir des Calédoniens eux-mêmes, mais pour le rôle et la place de la France et de l'Europe. Ce besoin de France et de l'Europe dans cette zone pacifique fait partie des enjeux d'importance. C'est un moyen également pour nous d'asseoir notre souveraineté internationale et de rendre opposables nos frontières maritimes. Ce sont des enjeux majeurs. Un premier enjeu, puisqu'on évoque cette question que vous avez suggérée, les Outre-mer dans le Nouveau Monde, d'abord des enjeux, je crois, de sécurité. Les enjeux sécuritaires sont en rang 1, les enjeux économiques sont en rang 2, les enjeux environnementaux, nous y viendrons, sont en rang 3. Les enjeux sécuritaires, les menaces maritimes ne manquent pas. Elles sont très nombreuses, elles vont de la gestion de la pêche illégale en Guyane ou dans les TAF, à la problématique des flux migratoires, que ce soit à Mayotte, bien connu depuis quelques semaines, bien connu des familiers de l'outre-mer depuis de nombreuses années, et bien connu dans cette zone de manière très singulière. La problématique référendaire qui avait provoqué l'indépendance mahoraise en 1976 et qui avait bloqué d'une certaine manière le paramètre de choix, qui n'était pas une alternative du diable, dîner à sa table, mourir de faim. Les Comoriens ont choisi l'indépendance, les Mahorais ont choisi l'appartenance à la France. Je rappelle d'ailleurs sociologiquement que les Comoriens utilisaient par le passé, les siècles passés, les Mahorais comme des esclaves. L'inversion des valeurs, le rattachement à la France, l'augmentation de la puissance économique, l'augmentation et l'accélération de la pauvreté aux Comores ont inversé l'ordre des valeurs des facteurs. Et d'une certaine manière, cette question de l'immigration illégale
réveille en écho et dans une résonance très soutenue la réalité historique de cet archipel où au fond la présence mahoraise aux côtés de la France a créé des conditions pas exclusivement de gestion difficile de flux migratoires puisque 40 à 50% aujourd'hui de la population sur cette île de Mayotte est d'origine illégale et vit de façon clandestine, mais aussi est source de violence, de revanche, de récurrence de pogroms. C'est donc une source d'interrogation très forte. Ces problématiques de gestion de flux migratoires, nous les avons là-bas. Nous les avons également en Guyane de manière très soutenue. La Guyane est grand comme le Portugal, c'est une immense forêt. Vous avez Cayenne, nous avons le Brésil en frontière, mais vous avez aussi le Guyana et le Suriname. Vous avez deux fleuves qui sont en fait des frontières naturelles, mais qui fonctionnent à flux tendu. On a bien fait un pont pour gérer cette question de l'immigration clandestine avec le Brésil. Xavier Darcos s'en souvient, ça fait partie des heures héroïques de négociations entre la France et le Brésil à l'époque où Xavier Darcos était un ministre éminent et pouvait aspirer à des responsabilités encore plus élevées. Mais cette problématique-là a été faite de manière incertaine, puisque la France avait accolé sa puissance, mais dans une région du Brésil qui est à la fois une immense forêt où il n'y avait pas d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on fait un pont et puis après on tombe dans la forêt, pas de route, pas de voie de communication, rien, pas de surveillance, pas de sécurité, plutôt laissé à l'abandon et en général à des pilleurs d'or. Résultat, on a ouvert une frontière beaucoup plus facile à franchir que le simple fleuve et on a créé les conditions d'une instabilité supplémentaire. La Guyane est un sujet avec Mayotte en rang 1 de préoccupation soutenue pour ce qui concerne la gestion des flux migratoires. Il n'y a pas que cela, il y a évidemment la problématique du narcotrafic, tout l'arc caribéen avec la production de feuilles de coca, singulièrement en Amérique du Sud, fait que les go-fast traversent cet arc caribéen, y compris naturellement sur la partie française, guadeloupéenne, martiniquaise, et c'est un élément évidemment très fort et très puissant d'une économie parallèle soutenue à l'échelle mondiale. Il y a également dans les menaces de nature sécuritaire la problématique de la piraterie dans l'océan Indien. Ce n'est pas une menace d'un ordre simple de pillage avec des petites barques qui s'attaquent à des bateaux immenses. C'est un enjeu de conquête. Ce ne sont pas juste des pêcheurs qui cherchent à effectuer par leur butin quelques économies supplémentaires pour faire vivre leur famille. C'est un élément de conquête, y compris par la version islamiste dans cette zone, sur laquelle nous devons porter une attention soutenue. Et puis il y a toutes les prospections qui sont classifiées dans l'ordre des menaces sécuritaires, des prospections sismiques, illégales, des recherches d'hydrocarbures offshore sur des zones appartenant à la France, des explorations sur les plateaux de nature continentale, là aussi où les éléments de frontières maritimes font l'objet de discussions et les enjeux économiques sont évidemment très forts. Voilà pour le premier point et donc nous arrivons naturellement à la réflexion autour des enjeux économiques. Ces enjeux économiques, du fait de cette puissance maritime, la deuxième, je le rappelle, à l'échelle mondiale, sont liés à l'épuisement des ressources terrestres et qui amènent à s'intéresser à 70% de la surface du globe couvert par les océans. Et nous assistons actuellement à un basculement des ressources pétrolières de la terre vers la mer. Contrairement à une idée reçue, même si le débat de la protection de l'environnement, et nous y viendrons, fait partie des éléments de formation des générations qui viennent, l'augmentation des énergies fossiles est spectaculaire. Et spectaculaire pour deux raisons. La première, c'est que les États-Unis et la Chine continuent par le développement de leur croissance à avoir besoin de manifester une appétence particulière pour les énergies fossiles. Et deuxièmement, ce qu'on oublie de dire, c'est que la population de la planète est en augmentation. Et comme nous ne sommes pas encore en phase de transition et même de transmutation d'une énergie à l'autre, nous sommes aujourd'hui dans une augmentation de la consommation des énergies fossiles et nous sommes dans un mouvement de prospection très large des recherches de gisements pétrolières, pétrole de schiste, gaz de schiste, qui existent également sous la mer et qui font aujourd'hui l'objet d'investissements très forts. Ces enjeux économiques sont considérables. Les grandes routes du trafic maritime mondial sont extrêmement importantes, passent non loin de nos territoires d'outre-mer. Pour près de 10 milliards de tonnes il y a 2 ans, c'est 80% du trafic mondial qui passe par nos mers et on considère qu'il y a une part de réserve conséquente, aussi bien du côté du Canada, et la présence de Saint-Pierre et Miquelon là-dessus amène à avoir des négociations autres que la simple problématique
de la reproduction des phoques au moment de la reproduction des morues. Le dossier des morues est peut-être un peu derrière nous entre le Canada et Saint-Pierre, encore que les réserves ont baissé. Mais en revanche, l'exploration sur la partie française et canadienne du plateau continental où il y a des gisements de pétrole fait l'objet de relations diplomatiques très soutenues. Le même esprit nous anime en termes de tension du côté de la Guyane. La Guyane a évidemment l'or sur ses terres, mais a aussi le pétrole à son large. Peut-être avez-vous observé dans des parties non françaises, mais qu'il y a probablement le gisement le plus important qui a été découvert à une centaine de kilomètres au large de Dakar, au Sénégal, où des acteurs industriels français font partie de l'opération, ce qui est une information de nature mondiale. Et des interrogations subsistent sur la partie est du continent africain qui nous amène, dans le cadre de la Commission de l'océan Indien, à réfléchir à un cadre général de partage d'éventuelles expositions à travers ces ressources profondes. Nous avons aussi du côté évidemment des TAF, des gisements. Là, le coût d'exploitation est très cher et c'est toute la difficulté de l'affaire et de l'envergure, mais c'est un élément et un enjeu économique majeur. Peut-être qu'il trouvera un terme, plusieurs décennies, mais à l'échelle au moins d'une génération et demie, c'est un sujet fondamental de l'insertion de l'outre-mer française dans le cadre du Nouveau Monde. Les enjeux économiques, vous avez aussi le développement aujourd'hui de quelque chose qui est de plus en plus à la mode, qui concerne le développement des croisières. La production d'immenses bateaux de croisière est probablement l'un des secteurs économiques et industriels les plus en développement. Ce sont des villes qui se transportent, ce sont des bateaux qui peuvent transporter 15-18 000 personnes. C'est-à-dire que c'est une ville qui traverse un océan, qui traverse une mer. Vous avez presque des places de village sur ces bateaux, conçus sur des hauteurs de l'ordre d'un immeuble de 10, 12, 15 étages, parfois plus. C'est absolument des monuments qui se transportent sur ces mers. C'est une économie importante. Et compte tenu de ce que je vous ai dit sur l'importance de notre présence maritime et des flux, c'est un enjeu de développement pour notre savoir-faire industriel. C'est un enjeu de développement touristique, économique sur les droits de passage à travers justement ces millions d'euros qui sont dépensés pour le boom des croisières. Il y a également dans les enjeux économiques toute la politique autour des pêches de l'Union européenne. Alors ça ne s'applique que dans ce que l'on appelle, mais vous le savez ici, les régions ultra-périphériques. Il y a une ligne de discussion portée par la Commission de Bruxelles, débattue au Parlement, sur l'affectation de fonds budgétaires qui permettent d'accompagner à l'échelle européenne ce que l'on appelle les régions ultra-périphériques et qui, singulièrement pour la France, portent sur toutes nos collectivités ultramarines. C'est vrai pour la Guadeloupe, c'est vrai pour la Martinique, c'est vrai pour Mayotte, c'est vrai pour la Réunion, c'est vrai pour Saint-Martin. Et dans ce qu'on appelle les pays et les territoires d'outre-mer, la gestion des ressources halieutiques sont des compétences de la collectivité. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie, c'est le cas de la Polynésie française, c'est le cas de Saint-Barthélemy, c'est le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le cas des TAF et c'est le cas de Wallis et Futuna. Cet enjeu économique n'est pas juste une problématique adjacente, collatérale de la réforme de la PAC qui va s'engager dans quelques mois aux enjeux immenses, y compris pour la solidité de l'Union européenne, mais est aussi un élément fondamental, stratégique de rebond pour nos territoires ultramarins. Ils ont besoin de la France en position de négociateur à Bruxelles pour pouvoir défendre ce qui est un élément constitutif d'une vraie richesse locale. Il y a les énergies fossiles, il y a également les énergies marines renouvelables. Et là, c'est un enjeu absolument majeur pour la France, puisque nous sommes dans la problématique du questionnement autour de l'outre-mer ou les outre-mer dans le Nouveau Monde. Les énergies renouvelables font partie incontestablement des éléments de secteur de développement économique, à terme créateur de richesses, créateur d'emplois bien sûr, mais surtout créateur d'un nouveau mode de vie et de pensée. Il y a plusieurs technologies qui permettent d'utiliser, je parle sous votre contrôle, Madame la secrétaire perpétuelle, la mer comme une source d'énergie. Il y a l'énergie marémotrice qui est issue des marées. Il y a l'énergie évidemment éolienne qui est posée au sol ou qui est offshore, en flottante. Il y a l'énergie hydrolienne qui elle est issue des courants. La maîtrise est plus incertaine mais est réelle. Et vous avez l'énergie thermique des mers qui est issue de la chaleur des océans, tout comme il y a l'utilisation de la chaleur de la Terre, y compris pour des maisons personnelles sur le continent, sur des plaques terrestres. Vous avez exactement la même évolution et la même utilisation de la captation de cette énergie thermique
issus de la chaleur des océans. Voilà pour la partie économique. Donc nous avons vu les enjeux sécuritaires, nous voyons les enjeux économiques, nous avons des enjeux de plus long terme qui sont la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins. Je veux rappeler un chiffre qui est très spectaculaire. L'outre-mer contient 80% de la biodiversité de la France. 80% de la biodiversité de la France. Donc tous les sujets dont nous parlons, matin, midi et soir, au quotidien, à juste titre. D'abord, par sens des responsabilités vis-à-vis de nos contemporains, et ensuite par exigence de solidarité vis-à-vis des générations qui vont nous suivre. La France est le 4e pays au monde pour les récifs coralliens, dont un tiers sont abîmés. On estime que 75% par exemple des coraux auront disparu d'ici 2050. C'est dramatique pour les fonctions écologiques des organismes marins et pour le rôle et la place des coraux dans la gestion de filtres de tous ces espaces. La perte éventuelle des ressources halieutiques et des récifs coralliens conjuguée aux difficultés d'endiguer certaines espèces invasives, des poissons-lions, des sargasses, c'est un défi notable pour l'outre-mer dans sa globalité, pas exclusivement pour les parties françaises ultramarines, pour la totalité de l'outre-mer. Il y a évidemment des impacts du changement climatique aussi sur le périmètre, y compris du cadastre des propriétés territoriales, puisque évidemment l'évolution et l'anticipation de l'augmentation de la chaleur sur la planète va faire qu'une bonne partie du trait de côte, par exemple, dans son érosion, va modifier par le recul, y compris les droits à construire. L'élévation du niveau de la mer, on imagine, si on prend cet exemple, la Polynésie française, qui est un archipel immense, qui est grand et qui va, on va dire, du nord de l'Islande jusqu'au sud du Portugal ou de l'Espagne, avec plus de 200 îles qui sont des atolls. Qu'est-ce que c'est qu'un atoll? En fait, c'est un volcan qui s'est effondré sur lui-même, avec lequel il reste à la surface, la partie la plus haute. Et c'est ça qui a constitué la formation des coraux et la capacité d'avoir également des lagons. Il suffit de la montée d'1 centimètre ou 1,5 centimètre pour voir disparaître ces atolls. C'est-à-dire que vous pouvez avoir potentiellement plus d'un tiers, presque la moitié, des atolls constituant l'archipel polynésien, pas seulement, mais tout dans le Pacifique, risquent de disparaître avec les constructions, et donc les enjeux économiques, individuels, personnels, de politique publique, d'accompagnement, font naturellement partie d'ores et déjà des préoccupations qui doivent animer tous les gouvernements pour anticiper ces problématiques, notamment de peuplement sur ces zones. Il y a également un impact du changement climatique sur tout ce qui concerne le maillage, mais aussi sur la prise de conscience au niveau international de la dégradation accélérée de la mer. On parle beaucoup de l'air, on parle beaucoup de la terre, on parle beaucoup de nos fleuves, on ne parle pas assez de la mer, et ça devra être un élément pris à bras-le-corps par la diplomatie française, qui est le 4e État au monde par l'étendue de tous les récifs sous sa responsabilité, aujourd'hui d'ores et déjà menacés de disparition. C'est donc une responsabilité internationale forte, et ça fait partie des enjeux de la politique que doit porter la France sur la matière. Dans la place des Outre-mer dans le monde, on peut inscrire ce que l'on appelle la coopération régionale en Outre-mer. La coopération régionale, au fond, pour résumer, dans une image assez simple, je l'espère, c'est de considérer que chacun de nos territoires fait, en quelque sorte, du ministre de l'Outre-mer le ministre du bon voisinage par rapport à l'environnement immédiat géographique dans lequel se trouvent nos Outre-mer. La Martinique, la Guadeloupe, c'est l'arc caribéen. La présence guyanaise doit faire de la France le pôle avancé de l'Europe dans les discussions au niveau du Mercosur et naturellement dans nos discussions avec toute la problématique du développement de la zone sud-américaine. J'ajoute qu'il y a dans cette zone un besoin de France, une estime de la France, un respect de la France, des enjeux considérables, culturels, diplomatiques, la francophonie, cher Yves Marek, etc., etc. La France, par sa présence là, est un interlocuteur incontournable. Même chose d'ailleurs avec les Américains à travers la problématique de l'immigration clandestine. L'ouverture sous l'administration américaine de la présidence Obama du régime de Cuba crée des obligations françaises aux côtés des Américains pour voir de quelle manière nous pouvons imaginer une stabilité à la hausse avec des développements économiques de ces nouveaux partenaires revenus sur la scène internationale avec la bénédiction de Washington. Si nous regardons du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai évoqué la problématique de la morue, c'est marginal. J'ai évoqué la problématique pétrolière, ça l'est beaucoup moins. Je pourrais évoquer le cadre général, là aussi, de la gestion des flux migratoires avec la politique canadienne en matière de lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi l'ouverture de ce très grand pays
naturellement la problématique québécoise avec le développement de la francophonie, la France a raison, à apporter un discours au titre de sa présence à Saint-Pierre-et-Miquelon. Peu importe qu'il y ait 60 ou 80 jours de glace dans le port de Saint-Pierre, peu importe que l'augmentation de l'élévation du niveau de la mer menace l'isthme entre Saint-Pierre et Miquelon, peu importe tout cela, ce qui compte, c'est que nous soyons présents grâce à nos compatriotes là-bas. La sociologie, d'ailleurs, dit beaucoup aussi de ce territoire. La sociologie de Saint-Pierre-et-Miquelon, je le rappelle, c'est l'addition de Bretons et de Basques qui, pour des raisons obscures pour certains au regard de l'histoire, ont constitué une forme d'exode et ont conquis une terre où il y avait assez peu d'autochtones. Mais le mélange de ces deux populations crée une identité très singulière ultramarine où la couleur de la peau importe peu, c'est la présence des valeurs de la République qui naturellement nous amène à éviter d'avoir cet amalgame ou cette facilité d'avoir une vision uniforme de notre société. J'y viendrai dans ma conclusion. Je considère que l'outre-mer est une chance à tous égards, y compris dans la manière du vivre ensemble, dans le partage de nos valeurs de la République, l'attachement à des valeurs traditionnelles trop souvent oubliées sur le continent et en permanence ressourcés dans nos territoires qui sont autant d'exemples de réflexion et sources d'inspiration pour l'avenir de notre République dans notre hexagone. Mais si je reviens aux enjeux de coopération régionale, le développement économique et social de nos collectivités, il est absolument fondamental. Il est fondamental et c'est une exigence pour tous les pouvoirs publics parce que au fond, j'évoquais la géographie pour dire notre histoire et pour raconter ce qui est devant nous. L'autre élément, et je parle sous le contrôle du chancelier qui appréhende toutes ces dimensions, qui doit structurer la réflexion d'une politique publique, c'est la démographie. Il faut voir la démographie en Outre-mer. Elle est d'inégale intensité, mais elle est très révélatrice. Près de 50% de la population en Guyane a moins de 25 ans. Et c'est en conquête. La Réunion va dépasser le million d'habitants avec une source dynamique où là aussi près de 50% de la population a moins de 25 ans. C'est pas la même chose en Martinique et Guadeloupe où là la population est plus déclinante, les problématiques de taux d'équipement sont inversement proportionnelles, où là vous avez une population plus âgée, vous avez un taux d'équipement élevé, là vous avez des besoins de conquête et de production, vous avez un retard d'équipement qui crée naturellement des tensions et qui est une source d'interrogation sur l'avenir social. Nouvelle-Calédonie, vous avez eu pendant longtemps 5 points de croissance, mais avec une problématique de vivre ensemble sur une île qui est clairement coupée en deux, le nord pour les Kanaks, mais avec une identité mélanésienne puissante, dans un enracinement régional culturel extraordinaire, et puis le sud de la Calédonie, du côté de Nouméa, où ce qu'on appelait les Caldoches, c'est-à-dire des gens blancs qui sont venus en territoire de conquête, ont été des acteurs majeurs du développement économique. Le rendez-vous calédonien n'est pas qu'un rendez-vous pour l'île, c'est un rendez-vous pour l'idée de la République, pour le vivre ensemble, pour la présence de la France, dans l'enracinement géographique d'une zone tirée par deux monstres qui sont la Chine et l'Inde, monstres économiques et monstres démographiques, puisque l'addition de ces deux populations fait évidemment plus du tiers largement de la population en devenir de toute notre planète, avec évidemment les évolutions économiques très puissantes. La Polynésie, je l'ai évoqué, mais n'échappe pas non plus à cette problématique. Une faible densité d'habitants au kilomètre carré, compte tenu de l'espace et de la géographie et du nombre d'atolls, mais des enjeux sociaux très forts avec un taux de chômage élevé, ça doit nous interpeller. C'est ça, cette réalité ultramarine, qui nous amène d'abord à bien anticiper les besoins en matière d'infrastructures, de voies de communication, de création d'aéroports, de création d'hôpitaux, de création d'universités, de création d'instituts de recherche, de création de réflexion, de lutte contre les catastrophes naturelles. Nous vivons aujourd'hui en métropole des événements plus récurrents, à la fréquence plus soutenue et à la violence évidemment très nettement marquée. Des coups de vent ou des tempêtes aujourd'hui qui fait que les normes de sécurité, par exemple des constructions des bâtiments publics en métropole qui étaient estimées à 150 km/h en moyenne de vent en termes de capacité de résistance, sont aujourd'hui largement dépassées. Il est fréquent désormais de voir en métropole 2-3 fois par an des coups de vent à 200 km/h. En Outre-mer, l'addition des périodes et de la saisonnalité fait que le vécu autour de ces problématiques, notamment en termes de construction, crée pôle avancé, d'une certaine manière, une aile marchande de ce qu'il faut faire pour bien préserver et bien anticiper. Donc nous avons, y compris sur le plan du développement économique, beaucoup à apprendre et beaucoup à transférer de ce qui s'est passé en Outre-mer.
Un élément également de l'enjeu de la coopération régionale, c'est la préservation de l'identité culturelle de nos collectivités. C'est pour ça qu'on est passé progressivement du ministère de l'Outre-mer au ministère des Outre-mer. Le pluriel donne la dimension du caractère divers de la réalité des cultures de ces Outre-mer dans tous les océans. C'est normal et cette prise en compte est précieuse. La diversité des statuts nous amène également à nous interroger sur faut-il une harmonisation ou au contraire faut-il laisser au fil de l'eau cette constitution souple et vertueuse dans son application de l'article 72, 73 ou 74 s'adapter à la réalité des besoins des territoires. Il est singulier d'observer que la question corse, qui n'est pas une question uniquement autonomiste, indépendantiste, un territoire comme la Corse en 13 ans a pris 120 000 habitants. Les zones les plus peuplées pendant longtemps étaient évidemment les zones de montagne. Aujourd'hui, les concentrations de population endogène descendent des montagnes, vont à Ajaccio, vont à Calvi, vont à Bastia, vont à l'île Rousse. Et quand vous avez 120 000 personnes qui arrivent, imaginez la même chose dans un département, j'en sais rien, la Lozère, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, Charles Xavier. Si en 12 ans on prend 120 000 habitants, il faut quand même avoir bien anticipé les politiques publiques de construction d'écoles, de lycées, de collèges, les routes, le nombre de trains nécessaires, l'évolution, les logements sociaux, les zones tendues, l'évolution de l'immobilier, tout ça, ça se calcule. Ça n'a pas été calculé. Donc ne mesurez la question corse qu'à l'aune de la problématique du fait que bon nombre n'acceptent pas le rattachement de la Corse à la France depuis le XVIIIe siècle, ça n'est pas comprendre la réalité du quotidien d'une bonne partie des Corses. C'est la même chose dans tous les autres territoires. Prenons l'exemple de Mayotte, le plus récent et peut-être celui qui résonne dans vos oreilles à raison de ce qui s'est dit à la télévision en permanence pendant un mois. J'ai été le premier ministre d'Outre-mer à soulever ce problème. Le problème de 30% sur une île de gens issus d'immigration clandestine. Je l'avais soulevé de façon volontairement spectaculaire et peut-être même un peu provocatrice, puisque j'avais dit pourquoi ne pas utiliser la Constitution qui permettait à l'époque, pour Mayotte, collectivité ultramarine, et non pas département d'outre-mer, bien collectivité ultramarine, ne répondant pas aux mêmes critères de l'article constitutionnel, favorisant l'adaptation du droit commun à la réalité singulière de l'environnement immédiat, à dire pourquoi ne pas adapter tous les droits, y compris celui du droit du sol. J'avais pris une volée de bois vert, on avait dit mais comment le porte-parole de Chirac pouvait tenir un tel propos. Les gens ont eu à l'occasion la possibilité de découvrir cette singularité des Kwassa qui arrivaient avec des malheureux qui traversaient la mer pensant que la France à travers Mayotte était un Eldorado et ensuite au péril de leur vie souvent ils disparaissaient ou retrouvaient accompagnés une maman enceinte qui arrivait à la maternité de Mamoudzou, la malheureuse comme elle pouvait avec un nombre d'enfants morts ou de mères qui mouraient en couche inacceptable pour la République française. Et donc ce débat nous l'avions ouvert. Il avait été refermé parce qu'il avait été considéré comme au fond pas tout à fait d'actualité. 13 ans plus tard, nous sommes dans la même problématique, sauf qu'entre-temps, la collectivité est devenue département, on a changé d'article constitutionnel, et parler de problématique du droit du sol à Mayotte aujourd'hui, c'est avoir 15 ans de retard tout simplement, car ça veut dire ouvrir le jeu sur la problématique du droit du sol, et là, on change de modèle, puisque c'est l'identité républicaine dans son cœur qui se construit et qui s'oppose à travers cette réalité. Donc il faut imaginer autre chose, il faut imaginer peut-être une extraterritorialité de la maternité de Mamoudzou, peut-être un financement international porté à l'initiative par la France d'une construction d'une maternité ailleurs, qui permettrait d'avoir une participation et d'éviter à ces malheureux de traverser une partie de cet océan au péril de leur vie. Bref, une adaptation dans la sauvegarde des identités culturelles sur la totalité des sujets est une exigence. Je salue l'arrivée du président Boyon, que je retrouve avec joie ici à nouveau dans cette compagnie. C'est la meilleure compréhension des statuts. Un rayonnement de la France à travers ces collectivités, cela fait partie des enjeux de coopération régionale. On ne le fait pas assez. J'évoquais la présence de la Guyane dans cet environnement sud-américain. Je pourrais parler de la question calédonienne dans l'environnement des discussions internationales et de la place du Pacifique. Les Britanniques sont partis sans se retourner, quasiment sans laisser d'adresse, et ont laissé un très mauvais souvenir. La France est restée, et la France y est fière. Et il y a un besoin de France. Il y a un besoin de France parce que, par exemple, du côté australien, qui est un continent qui a toutes les richesses,
c'est probablement un territoire béni des dieux, si on est animé par cette espérance et cette ferveur, même s'il y a un trou d'ozone qui a développé un nombre de cancers de la peau absolument exceptionnel, mais vous avez tout en Australie. Vous avez l'or, vous avez du nickel, vous avez du manganèse, vous avez tout. Mais c'est un continent assez peu peuplé, vous avez 20 millions d'habitants plutôt sur les côtes. Or, aujourd'hui, il y a une poussée australienne qui a besoin de ces gisements, et qui est une poussée silencieuse, qui fait qu'on risque d'avoir des sujets sous forme de sécurité peut-être un jour, puisque comme je l'ai dit dans mon introduction, les Américains ont sous-traité aux Australiens la garantie de la zone de sécurité du Pacifique. Or, si les Australiens se crispent dans la gestion démographique des Chinois pour conquérir leur territoire, on risque d'avoir un autre sujet que la guerre commerciale aujourd'hui entre Trump et le président à vie chinois, entre Washington et Pékin, sur l'augmentation des 10% de taxes sur l'acier, ou des rétorsions du nombre de produits sur lesquels il y aura des taxes à l'importation du côté des Chinois vis-à-vis des produits américains. Ce sera une autre nature. Le seul élément qui sera à la fois fédérateur et qui peut servir de médiateur, c'est la France, par sa présence en Calédonie et en Polynésie. Donc le rôle et la place diplomatique dans cet environnement régional doit être probablement plus soutenu. Je pourrais prendre les autres éléments ultramarins de nos territoires. De ce point de vue, nous avons un rôle majeur à jouer et notre diplomatie doit pouvoir le faire. Voilà quelques éléments de réflexion. J'ai probablement été un peu long et peut-être trop dans le détail sur certains sujets, mais je voudrais, si vous me le permettez, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame, Monsieur le Ministre, cher Xavier, Mesdames, Messieurs, chers amis, terminer par ce qu'apportent au fond nos compatriotes ultramarins à l'identité de notre pays dans sa construction au jour le jour. Il n'y a pas plus riche, il n'y a pas plus beau qu'un échange et l'intensité d'un regard avec un compatriote ultramarin. Il n'y a pas plus fécond, il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas plus enrichissant sur le plan personnel que le partage pendant quelques jours de ce qu'est de vivre sur une île avec toute l'histoire et la profondeur et la puissance de l'histoire qui nous amène à nous interroger sur nous-mêmes. Il n'y a pas plus beau et il n'y a pas plus riche d'enseignements et rassurant pour l'avenir de voir, par exemple, à La Réunion, le modèle de la laïcité à la française être évoqué comme un constat d'évidence à Saint-Denis, à Saint-Paul ou un peu partout. Il n'y a pas plus important pour comprendre l'identité de notre pays que de lire Édouard Glissant, que de s'inspirer de Césaire, que d'avoir des discussions avec Letchimy, voire même des discussions passionnées avec les indépendantistes martiniquais pour comprendre la force et la puissance de cette société, son rayonnement culturel, son enracinement et l'immense fierté que représente aussi le fait de pouvoir faire vivre ces valeurs de la République. Merci beaucoup, merci pour votre accueil, merci pour votre attention.